14 juillet traditionnel en France. Les vedettes de la journée ont été la 2e DB et la gendarmerie. Un référendum sur la Constitution en septembre, François Mitterrand le confirme. Il précise aussi la baisse des impôts en 85, 8%. Des attentats anti-français en Espagne, sans doute les terroristes de l'ETA. Et puis en tennis, les Français ont encore frôlé l'exploit dans la Coupe Davis. Le double ne s'est incliné qu'en 5-7 face aux Tchécoslovaques. Bonsoir, 14 juillet traditionnel, donc en France, avec défilé militaire, garden party à l'Elysée et interview du chef de l'État. Dès ce matin, donc, l'armée était à l'honneur. Malgré la pluie, le défilé a eu lieu comme prévu, avec en vedette l'aviation, les nouveaux Mirage 2000 et aussi les blindés de la 2e DB. C'était le 40e anniversaire de la Libération. À noter tout de même que dans son message aux armées adressé hier, François Mitterrand a demandé aux militaires de s'adapter à la situation économique du moment. Le résumé de cette matinée, Patrick Lecoq. Dans le ciel de Paris, il est 10h25 lorsque derrière les Alpha Jet et leurs fumées tricolores de la patrouille de France apparaissent 3 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, un B-17 et 2 Dakota. Viendront ensuite les derniers nés de la chasse française, les Mirage 2000, en service depuis moins de 15 jours. La suite de ce défilé du 14 juillet sous la pluie sera plus traditionnelle. 5200 hommes à pied avec tout d'abord les écoles polytechniques, vous l'avez vu, puis Saint-Cyr avant Naval et l'école de l'air. Ensuite plusieurs régiments d'infanterie ou de transmission et les chasseurs alpins, le 1er régiment d'infanterie, le 45e, le 99e. Et puis nous verrons les paras ce matin sur les Champs-Élysées, ce sont ceux du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne, avant les marsouins du 2e régiment d'infanterie de marine. Enfin, toujours très applaudi sur les Champs-Élysées, la Légion étrangère avec ses pionniers, sa musique principale et le 1er régiment étranger de cavalerie qui est stationné à Oran. Après le défilé des troupes à pied, ce sera le tour des troupes motorisées et blindées. Toute la seconde partie de ce défilé sur les Champs-Élysées était consacrée à une seule et même grande unité. En cette année 1984 qui marque le 40e anniversaire de la Libération, c'est en effet la 2e DB, l'ancienne division du général Leclerc, qui va descendre de l'Étoile vers la Concorde. En tête, le char Leclerc précède les blindés du régiment de marche du Tchad et le 501e régiment de chars de combat. Un défilé du 14 juillet qui se terminait sous la pluie avec le passage des engins de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Une quinzaine de personnes qui manifestaient et sifflaient ce matin sur les Champs-Élysées ont été interpellées. Parmi elles, il y avait un élu RPR de la région parisienne. À l'heure du déjeuner, 1 millier de militaires ont déjeuné à l'hôtel de ville, reçu par le maire de Paris, Jacques Chirac. Au même moment, à l'Élysée, le président Mitterrand recevait 5000 invités pour la traditionnelle garden party du 14 juillet. Se côtoyaient membres du gouvernement, Français méritants, personnalités des arts, du sport, des affaires. Et aussi des Français qui se sont signalés par leur courage ou leur réussite. Et tout cela à l'abri de la pluie, venu troubler la fête. Cet après-midi, un hommage particulier a été rendu à la gendarmerie à l'occasion de ce 14 juillet. François Mitterrand s'est rendu à Melun, à l'école de gendarmerie. Il a présidé le baptême d'une promotion d'officier. En fin d'après-midi, Melun, qui abrite l'école des officiers de gendarmerie, accueillait en effet M. François Mitterrand qui présidait le baptême de la 88e promotion d'officier de gendarmerie, une promotion qui portera le nom de capitaine Ettorri. Une promotion qui compte 147 officiers, dont 21 sont venus de pays étrangers pour suivre les cours de la gendarmerie en France. Mais cette visite présidentielle était aussi l'occasion pour les gendarmes de se faire mieux connaître du grand public. C'est ainsi que le président de la République a pu assister aux démonstrations de quelques unités très spécialisées, des parachutistes. Mais aussi, et on les rencontre plus souvent sur la route, les motards de l'escorte présidentielle, comme motards de la circulation routière. Enfin, les maîtres chiens, avec les chiens bien sûr, étaient également cet après-midi à Melun. Cette présentation devant le chef de l'État se terminait alors par un défilé regroupant plus de 4000 gendarmes, hommes et femmes. 4000 gendarmes et 700 véhicules, soit près de 5% des effectifs complets de la gendarmerie, mais présentant aussi toutes les facettes des activités de cette arme dans notre pays.
Des activités qui, pour le grand public, doivent aujourd'hui se traduire par des chiffres. C'est ainsi que les gendarmes sont intervenus l'an passé sur 75 000 accidents de la route. Ils ont participé à 1818 opérations de secours en montagne et à 858 sauvetages en mer. C'est un bilan éloquent et c'était la raison de la présence du chef de l'État cet après-midi à Melun. Autre temps fort de la journée, des propos très importants du chef de l'État. Après l'intervention surprise de jeudi, on attendait quelques explications, quelques précisions du chef de l'État. M. Mitterrand les a données dans l'interview accordée à nos confrères de TF1. Première précision, le référendum prévu en septembre portera bien sur une révision de la Constitution. S'il est accepté, cela permettra éventuellement d'interroger les Français sur les problèmes touchant aux libertés. Quel problème? Pour l'instant, M. Mitterrand ne l'a pas précisé, sauf que la peine de mort en est exclue. En tout cas, cela ne veut pas dire qu'il y aura automatiquement un référendum ensuite sur le problème de l'école privée. Le peuple sera consulté par référendum puisque la Constitution, si bien entendu la révision est décidée, sans quoi je serais démuni du moyen d'intervenir, comme l'a été le Sénat récemment. Si la Constitution est révisée dans le sens voulu, celui que je souhaite, alors chaque fois qu'une liberté publique paraîtra menacée, et pour cela je serai à l'écoute attentive de ce qui se passe en France, comme je crois l'avoir montré avant-hier, j'interviendrai. Je pense que les libertés publiques sont ressenties comme le bien le plus précieux, peut-être même le ferment de l'unité nationale, après 2 siècles où les libertés individuelles d'abord, puis les libertés collectives ont pu trouver l'expression de la loi. Est-ce que vous vous engageriez personnellement, comme le souhaite par exemple M. Barre? Écoutez, je ne vais pas me lancer dans des polémiques ni dans des discussions juridiques. Ce sera selon. C'est moi qui déciderai. Autre précision apportée par le chef de l'État, si d'autres référendums sont organisés, ce sera en tout cas à son initiative. Pas question d'un référendum d'initiative populaire, il serait, selon M. Mitterrand, pratiquement impossible à organiser. Des précisions aussi sur le projet Savary, sur l'enseignement privé, qui est maintenant retiré. M. Mitterrand persiste à penser que c'est un bon texte, mais il s'incline parce qu'une majorité de Français a rejeté ce projet. Et il le fait pour sauvegarder l'unité nationale. Dite Savary, qui est la loi du gouvernement, enfin proposée par le gouvernement, elle est là. Je pense qu'il faut que, d'abord, la session extraordinaire qui est en cours, son ordre du jour soit modifié par l'introduction du débat sur le référendum. Bon, ça c'est ce qui prime tout maintenant. Avant de retirer de l'ordre du jour quelques dispositions qui s'y trouvent actuellement dans ce calendrier, attendons de voir comment les choses vont se passer, c'est-à-dire quelles sont les dispositions des assemblées. Mais il va de soi que ce projet est incompatible avec toute démarche référendaire. Quand même l'intention à la fois d'engager une démarche référendaire et à dire au peuple, bien décider, et puis déjà d'hypothéquer sa décision par une démarche parallèle sur le plan parlementaire. Ce qui suppose que cette loi dit Savary disparaît dès lors que le processus référendaire au niveau parlementaire est engagé. Ainsi donc, le chef de l'État se pose en arbitre suprême, notamment sur le projet Savary, mais Paul Amar, on a quand même l'impression que c'est une concession de taille à l'opposition. François Mitterrand le reconnaît lui-même implicitement et c'est un tournant dans son septennat, ce n'est pas le premier. Déjà en 1982, le chef de l'État avait modifié sa politique économique, il avait choisi la rigueur contre l'avis des communistes et de nombreux socialistes. Aujourd'hui, il retire brutalement le projet sur l'enseignement contre l'avis des communistes et de nombreux socialistes. Il n'hésite pas ainsi pour la seconde fois en 3 ans à bousculer sa propre majorité. Il compte sur son autorité au sein de la gauche pour la convaincre, mais ce ne sera pas facile. Les communistes et certains socialistes renâclent à le suivre et laissent entendre qu'il a trahi les engagements de 1981, qu'il a changé. Leur mécontentement n'a pas provoqué de cassure au sein de la majorité, mais les Français perçoivent bien ce décalage entre la démarche du président et celle des partis qui le soutiennent. Et si ce décalage persiste, tous les efforts que François Mitterrand fait pour se recentrer, comme on dit, pour retirer de sa politique tout ce qu'il y a de dogmatique, eh bien ces efforts ne serviront à rien. Si les militants de gauche se considèrent toujours comme les gardiens du temple, s'ils répugnent à servir de relais entre le président et l'opinion,
le message du chef de l'État ne passera pas et François Mitterrand aura du mal à gouverner avec une majorité aussi désorientée et une opposition aussi combative. Les impôts vont diminuer en France dès l'année prochaine. C'est le troisième point important de l'intervention du chef de l'État. C'est une confirmation, mais l'on sait maintenant que cette baisse sera importante. Quels impôts et dans quelle proportion? Les explications de Jean-Louis Calmejane. Sur la masse des impôts, il y en a deux qui seront diminués l'année prochaine. L'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe professionnelle des entreprises. La masse des impôts en France est composée de trois sortes d'impôts. D'abord, les impôts dits d'État. Ce sont les impôts directs et indirects. Principalement les impôts sur le revenu des personnes physiques, ceux sur le revenu des sociétés et la TVA. Ensuite, les impôts locaux. Ils sont, eux, au nombre de 4. La taxe professionnelle, les taxes foncières sur les propriétés bâties, les taxes foncières sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation. Il y a enfin les prélèvements obligatoires que sont les cotisations de la sécurité sociale. Le chef de l'État a tenu à préciser que par rapport à cette masse des impôts, la réduction sera d'environ 8%. Les diverses mesures qui permettront cet allègement fiscal seront connues lorsque le gouvernement se sera prononcé, car c'est en définitif le budget de l'État pour 1985 qui décidera de cette baisse. À l'étranger maintenant, le Liban tout d'abord, où le calme semble régner, notamment à Beyrouth, depuis maintenant plus d'une semaine. Un calme précaire. Ce matin encore, le directeur d'un journal de gauche libanais a échappé à un attentat. Parmi ceux qui participent à l'effort de paix au Liban, des observateurs français, qui eux, bien sûr, ne défilaient pas ce matin à Paris. À Beyrouth, avec le calme revenu, on se penche maintenant sur le sort des disparus. Le reportage de François Cornet et Christian Hiroux. Un père qui n'est pas revenu, un mari, un enfant dont on est sans nouvelles, les familles de 2500 disparus demandent aujourd'hui des comptes après 10 ans de guerre. Ces femmes, qui ont bloqué la circulation durant une bonne partie de la semaine à Beyrouth, ont levé avant-hier leur sit-in, mais le problème reste posé. Un problème particulièrement épineux pour le gouvernement libanais, alors que miliciens chrétiens, druzes et chiites essaient timidement au Liban d'observer un fragile et précaire cessez-le-feu. Réuni pour la première fois cette semaine à Barda, en secteur chrétien à l'est de la capitale, le nouveau Conseil des ministres a pris des mesures pour obliger les principales milices à libérer leurs prisonniers. La réouverture de l'aéroport international de Beyrouth, signe le plus sûr de stabilisation, traduit toutefois la trêve dans l'application du plan de sécurité qui, depuis quelques jours, semble porter ses fruits dans la capitale libanaise. Rien cependant qui permette vraiment une paix durable, même lointaine, mais rien non plus qui puisse ressembler à l'un des innombrables et trompeurs cessez-le-feu précédents. Pour cette capitale coupée jusqu'à présent en deux et livrée depuis le 6 février dernier au combat quasi ininterrompu, la reprise du trafic aérien et l'ouverture de 2 points de passage entre l'Est et l'Ouest est un soulagement aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Mise en place depuis le 31 mars dernier, au moment de la relève du contingent français de la force multinationale de sécurité et à la demande du gouvernement libanais, 80 observateurs français, officiers et sous-officiers des armées de terre ou de l'air, de la marine et de la gendarmerie, répartis sur 14 observatoires, dans la capitale libanaise et sa banlieue, ainsi que dans le Chouf, la montagne qui surplombe Beyrouth, participent à ce plan de paix. Leur mission est claire, veiller au maintien du cessez-le-feu en collaboration étroite avec les observateurs libanais. Ni juge, ni arbitre, mais une mission de neutralité et d'impartialité. Leurs observations de violations éventuelles du cessez-le-feu sont transmises 24 heures sur 24 à ce détachement regroupant toutes les tendances qui centralise les informations et détermine les responsabilités. À la tête du détachement français, un colonel de 54 ans. Nous sommes arrivés, deux camps étaient face à face sur une ligne de démarcation. Cette ligne de démarcation est devenue une zone tampon. Les mesures prises concernant cette zone tampon n'ont pas été tout à fait respectées. Il n'empêche qu'elles ont permis de constituer un dispositif et d'établir un dialogue. Les casques blancs français à Beyrouth ne se contentent pas de compter les points. Ils surveillent également, dans ce fragile cessez-le-feu, le bon déroulement des passages entre l'Est et l'Ouest. La hache de guerre définitivement enterrée au Liban, nous ne sommes pas encore là. Mais si effort de paix il y a, les Français incontestablement ont fait preuve de
y participent. En Espagne, une série d'attentats contre des biens français. Il semble que l'ETA, l'organisation terroriste basque, mette ses menaces à exécution. Était visée une banque à Barcelone, un car à Pampelune et 4 voitures dans la même ville. Jean-Marc Dubois. Cela a commencé comme un hold-up. 4 individus ont fait irruption dans cette succursale du Crédit Lyonnais à Barcelone et se sont fait remettre environ 16 000 francs. Ils ont déclaré être membres de l'organisation terroriste Grappo et agir pour aider l'ETA. Après avoir éloigné clients et employés, ils ont fait sauter la banque. Déjà la nuit dernière à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, 4 voitures immatriculées en France avaient été détruites par des cocktails Molotov. Ces attentats font suite à l'annonce par l'ETA d'une offensive contre tout ce qui est français. Une réponse à la collaboration policière franco-espagnole sur le terrorisme basque. Cette information que je viens de recevoir, 4 tonnes de fausses pièces de 10 francs viennent d'être interceptées à la frontière franco-italienne. C'est un camion qui venait d'Italie qui transportait 5 millions de francs en fausses pièces de 10 francs. Il a été intercepté sur l'autoroute au poste frontière de Vintimille par les douaniers français qui ont arrêté son chauffeur. En Grande-Bretagne, la grève des dockers s'étend. Dans les prochains jours, tous les ports britanniques seront sans doute paralysés. Le port de Douvres, le plus important, sera touché dès lundi. Les camions sont bloqués, les touristes ne peuvent plus passer. Un conflit social grave donc pour Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, et ce n'est pas le seul problème auquel elle doit faire face. Les temps des succès est terminé, les problèmes sont ardus. Philippe Arroir, en Grande-Bretagne. Pour le numéro 1 britannique est venu le temps des raisins verts, avec cette confirmation qu'un malheur n'arrive jamais seul. Premier coup dur, le plus important, la livre sterling en difficulté. Pour la 4e fois en 6 mois et la 2e fois en 1 semaine, les banques sont obligées de relever leur taux d'intérêt, qui atteint désormais 12%. Le loyer de l'argent est plus cher pour les emprunteurs, industriels et particuliers. Cela peut compromettre la reprise économique, pourtant bien amorcée en Grande-Bretagne. Deuxième difficulté, liée à la première, le climat social s'est considérablement assombri avec la combinaison de plusieurs conflits. Les mineurs, cela dure depuis 18 semaines. Les dockers, 80% du commerce se fait par la mer. Les marins qui refusent d'embarquer du fret. Cela peut inciter d'autres catégories à rejoindre le clan des mécontents. Ce climat contribue à ternir l'image d'un gouvernement pur et dur, peu enclin pourtant à se laisser dominer par la toute-puissance syndicale. La presse, pourtant plutôt thatchériste, amplifie les difficultés. Le Times, par exemple, pense que son vendredi 13 était plein de menaces. Et l'économiste accuse le gouvernement d'être en passe de devenir le plus nul depuis la guerre. Est-ce à dire que Mme Thatcher soit menacée? On ne peut pas dire que Mme Thatcher est menacée. Elle a une forte majorité dans le Parlement, mais au sein de son propre parti politique, il y a des gens qui ne sont pas très contents. Et puis si on continue avec des problèmes industriels qui se multiplient, si les marchés financiers perdent confiance, tout ça pose des problèmes graves. Dans le passé, Mme Thatcher a prouvé qu'au milieu des écueils, elle avait su se montrer un adroit capitaine. Mais il lui faut pour cela composer, ce qui n'est pas son fort. Nouvelle violence en Irlande du Nord, en Ulster. 2 soldats, dont une femme, ont été tués par une bombe. Un 3e a été grièvement blessé. L'attentat a été immédiatement revendiqué par l'IRA. Au Vatican, le pape Jean-Paul II a récité une prière spéciale pour les 4 dirigeants polonais du corps, dont le procès s'est ouvert hier, et pour tous ceux qui sont emprisonnés pour des motifs idéologiques. En Nouvelle-Zélande, large victoire des travaillistes. Le parti de David Lange a gagné très largement en portant 56 sièges sur les 95. La majorité change donc de camp dans ce pays. Et puis enfin, un accident de train en Yougoslavie, près de la frontière italienne, précisément à Divača. Un train de marchandises a percuté le rapide Belgrade-Pula, arrêté en gare. Le dernier bilan, 36 morts et une 30aine de blessés. Retour en France avec ce drame du 14 juillet à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Un jeune homme de 18 ans a été tué et 3 autres personnes grièvement blessées par l'explosion d'un obus d'artificier la nuit dernière. Il manipulait cet obus pour des raisons non utilisées pour des raisons de sécurité.
Dans les Vosges, 1000 personnes ont été mobilisées pour secourir les communes sinistrées. Et cela à la suite de la violente tempête de grêle qui, vous le savez, s'est abattue sur ce département mercredi soir. 2 villages avaient été totalement détruits par des vents de 200 km/h. Et puis avec l'été, retour des feux de forêt, 40 hectares détruits hier soir dans les Alpes de Haute-Provence, 40 hectares de pinèdes. Le sport maintenant et le tennis. Suspense en Tchécoslovaquie. Les Français font mieux que se défendre dans le quart de finale de Coupe Davis, malgré l'absence de Yannick Noah. Dans le double, cet après-midi, Lecomte et Porte ont failli créer la surprise face à l'une des meilleures paires du monde, Smid et Slozil. Ils n'ont été battus, les Français, qu'au 5e set. D'abord, les 2 plus beaux échanges de la partie. Les Français se battent et se battent bien. Le service de Slozil est l'un des points faibles de l'équipe tchèque. Mais avec Smid, il forme l'une des meilleures paires du monde, alors qu'Henri Lecomte et Pascal Porte jouent en double pour la première fois. Presque étonnant qu'ils aient tenu 5-7 et près de 3 heures. Balle de match, Lecomte au service, il manque sa volée. Les Tchèques l'emportent et les chances françaises sont à présent bien compromises. C'est sûr qu'avant la rencontre on était un petit peu pessimiste, mais je crois qu'hier soir on y croyait dur comme fer, parce qu'après les 2 matchs d'hier, on a frôlé vraiment le 2-0. On s'est dit ben, pourquoi pas aujourd'hui, ils seront peut-être contractés. Ils sont aperçus qu'en fait on était quand même pas si mauvais que ça, et que je crois qu'ils ont eu très peur pendant toute la rencontre. La suite demain, donc, on ne sait jamais, avec ces Français prêts à tout. En athlétisme, 2 records du monde battus hier soir au cours du meeting de Crystal Palace à Londres. Le saut à la perche, 5,90 m par le soviétique Bubka, et le 2000 m féminin par l'ex-sud-africaine Zola Budd. C'est la 3e fois depuis le 26 mai dernier qu'il bat le record du monde. Prodigieux bond à 5,90 m hier à Londres. Il peut être heureux, Sergueï. Il n'a que 20 ans. 1,83 m pour 85 kg. C'est un bel athlète à l'impressionnante musculature. Pour faire oublier ce grand absent de Los Angeles, les 3 perchistes français, Vigneron, Quinon et Ferreira, devront flirter avec les 6 mètres. Cette jeune fille qui court pieds nus comme à son habitude est une jeune Britannique de 18 ans, ex-sud-africaine, réalisant ici la meilleure performance mondiale sur 2000 mètres en 5 minutes 33 secondes et 15 centièmes, distance non olympique. Retenez bien son nom, Zola Budd. À mi-course, bien que talonnée par la Britannique Christina Boxer, elle donne une accélération la laissant à l'arrivée 2 mètres derrière. Présente au jeu sur 3000 mètres pour la première marche du podium, avouez que les Britanniques ont bien fait de l'adopter. En cyclisme, le Tour de France faisait relâche aujourd'hui. Les coureurs ont pris des forces avant d'affronter la dernière semaine du Tour, qui sera décisive, la semaine des Alpes. Toujours 2 favoris, Fignon et Hinault, mais quelques outsiders restent en course. Bartaux en jaune, c'est l'image symbole de ce début de Tour de France. Symbole des échappées fleuves d'abord, rarement aussi nombreuses dans la grande boucle. Celle de l'étape Béthune-Cergy-Pontoise permet encore aux jeunes Français de porter le maillot de leader. Mais Bartaux en jaune, c'est aussi le symbole de la domination écrasante de l'équipe Renault. Omniprésente en tête de la course, elle contrôle toutes les échappées. Bilan à ce jour, 6 victoires d'étape. Avec les Alpes, tout risque de changer. 17 cols en 4 jours, c'est gravir 2 fois l'Himalaya. 2 favoris se dégagent pour la victoire finale, mais dans le duel Hinault-Fignon, le Parisien mène au point. Premier dans le contre-la-montre au Mans, il prend encore 1 minute à Hinault dans l'étape pyrénéenne. Et jeudi, juste pour la gloire, il se permet le luxe de battre son ancien patron au sprint. Mais il en faut plus pour démoraliser le quadruple vainqueur du Tour, même s'il reconnaît que sa bataille avec Fignon peut à terme se révéler suicidaire. Comme il le court actuellement, ce sera le 3e qui va en profiter, qui un jour qui va partir et qu'on laissera partir. Alors qui dans le rôle du 3e larron? Peut-être un Espagnol comme Delgado, très en vue ces derniers jours. Ou encore le grimpeur colombien Herrera, impressionnant de facilité dans les Pyrénées.
Et puis, il y a aussi les Caritou, Anderson, Welcholten et Winen, tous capables de l'exploit. Sans oublier bien sûr le champion du monde, Greg LeMond. À moins que tout simplement le père Barthaud nous refasse dans les Alpes son coup des Pyrénées, on peut toujours rêver d'un pareil pied de nez au ténor du peloton. Le tiercé, il se courait aujourd'hui à Saint-Cloud. L'ordre d'arrivée de ce tiercé, c'est le 11, le 14 et le 7. Un gros tiercé puisqu'il rapporte dans l'ordre 25 877 francs 50. Dans un ordre différent, 3 804 francs 50, tout cela pour 5 francs. Et demain, il y aura un autre tiercé. Cette fois, il se courra à Maison-Lafitte. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 14, le 11, le 3, le 13, le 20, le 5, le 2 et le 6. Attention, il y a un nom partant, c'est Beluga. Le 21. Les festivals de l'été, il y a l'art lyrique à Aix-en-Provence, il y a le théâtre à Avignon, il y a aussi le jazz sur la Côte d'Azur. Cet été, 200 concerts sont prévus entre Antibes et Nice. Tout le gratin du jazz sera là, y compris les vieilles gloires. Jean-Jacques Dufour. Moustache, qui est un passionné de voitures, avait profité d'une matinée de libre pour aller visiter le nouveau musée de l'automobile situé sur l'autoroute entre Nice et Cannes. Avec son saxophoniste Daniel Huck, il a improvisé ce Bugatti Blues en hommage aux 200 modèles exposés. Si j'avais 2 Bugatti, si j'avais 3 Bugatti, je serais le plus beau mec de Paris. Avec toutes mes Bugatti. Pour vous, là, dans le festival de jazz, quels sont les grands noms à retenir cette année, à votre avis? Eh ben, il y a Lionel Hampton, Delage, Joe Newman, Hispano Suiza. Merde, je fais un mélange complet. Si Moustache mélange ces grands constructeurs aujourd'hui disparus et ces musiciens célèbres, c'est qu'il sait que les uns comme les autres ont toujours cherché la perfection. Une perfection que l'on trouve parfois à Nice pendant cette grande parade qui propose 252 concerts en 12 jours. Maintenant, ne croyez pas que quand ça s'arrête, à minuit aux arrêtes de signer, les jazzmen rentrent se coucher. Non, s'ils s'allongent, c'est pour jouer tard dans la nuit, dans les bars ou dans la rue. Nice, very nice. Il ne faisait pas bien beau aujourd'hui pour ce 14 juillet. Demain, quel temps? Eh bien, tout de suite, Laurent Boussier. Oui, et ce 14 juillet restera dans nos mémoires comme un 14 juillet tristement médiocre. Regardons tout de suite la photo prise par le satellite Météosat en début d'après-midi. La dépression qui est centrée au voisinage de l'Angleterre dirige toujours sur une grande moitié nord de notre pays des masses d'air nuageuses et pluvieuses. Heureusement, ces masses nuageuses n'affectent pas la moitié sud du pays. Regardons tout de suite la carte pour demain. Sur toute la moitié nord, donc, un temps très nuageux. Les ondées qui étaient aujourd'hui sur la Bretagne se retrouvent sur l'est. Un temps nuageux et un peu plus frais malgré la présence de quelques éclaircies. Au sud, ça va mieux, ça va même très bien sur toute la Méditerranée, la Corse et les Alpes, avec beaucoup de soleil malgré un petit peu de Mistral. Sur l'Aquitaine et le centre, du soleil également et quelques passages nuageux. Les pressions sont stationnaires, les températures, elles, continuent à être en baisse. 18 degrés à Lille, 18 degrés à Rouen, 18 degrés à Cherbourg. On est en dessous des normes saisonnières. Sur la moitié sud, il fait également un peu frais dans l'ouest, beaucoup plus agréable sur l'est avec 30 degrés à Nîmes, 30 degrés à Ajaccio et 30 degrés à Bastia. C'est des températures un peu fraîches mais agréables pour prendre la route. Pour demain, Bison Futé ne prévoit pas de difficultés particulières malgré quelques encombrements comme tous les week-ends pour la rentrée sur Paris. Enfin, notre agenda pour terminer demain, eh bien, c'est le 15 juillet, dimanche 15 juillet, lever du soleil 6h02, coucher 21h49, moins 2 minutes et c'est la Saint-Donald. Merci Laurent, fin de cette édition. Je vous retrouverai pour la dernière édition du journal un petit peu après 23h. D'ici là, eh bien, profitez des feux d'artifice ou pourquoi pas des petits bals. Bonne soirée.